Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, les derniers selfies, les dernières photos. Pour ouvrir cette 4e édition du Forum Smart City du Grand Paris, j'appelle Anne Hidalgo, maire de Paris. Merci beaucoup, cher Jean-Christophe Tortora, pour ce bel événement que nous portons ensemble maintenant depuis plusieurs années. Je veux bien sûr saluer Madame la ministre des Sports, chère Laura Flessel, saluer l'ensemble des élus, des responsables. Tout le monde est responsable, donc je veux toutes et tous vous saluer. Et puis remercier aussi Carlos Moreno, qui nous accompagne depuis maintenant de nombreuses années aussi, ici à la ville, sur ces grandes problématiques de Smart City, de Grand Paris, de ville résiliente. Tous ces concepts qui sont des concepts récents, mais qui ne sont pas des concepts creux, ce ne sont pas des concepts liés simplement à un marketing ou à une histoire qui trouverait son actualité. Non, ce sont vraiment des concepts qui nous ont permis d'avancer. Je veux saluer aussi bien sûr Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, d'être ici, et les nombreux responsables d'entreprise, et Nicolas Hazard aussi, cher Nicolas, qui nous accompagne sur aussi toutes ces problématiques. Alors aujourd'hui, ce nouveau forum Smart Cities s'ouvre à un moment qui est un moment important, un moment où il y a des réflexions intenses sur les villes-mondes, leur rôle, où Paris a marqué un certain nombre de points, et je veux y revenir rapidement en ouverture de nos travaux. D'abord, c'est vrai que ce concept des villes-mondes est quand même le concept qui est lui-même lié à l'émergence de cette question, de ces questions de Smart Cities, et qui est lié aussi à la création du Grand Paris pour ce qui est de notre réalité plus proche, géographique plus proche. Cette question des villes-mondes est une question que nous avons abordée maintenant depuis plusieurs années, avec plusieurs réflexions qui nous viennent, qui sont peut-être des éléments sur lesquels on peut s'accorder. Si aujourd'hui on parle de ville-monde, et si Paris est une grande ville-monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'échelle de la planète ont émergé des espaces territoriaux que certains appellent aussi des espaces territoriaux gouvernés à échelle humaine, des grandes villes, qui sont des grandes villes connectées entre elles. Ces grandes villes sont des lieux de création de richesses, de création de valeur. Ce sont des lieux qui attirent les populations créatives de la planète, toutes celles et ceux pour qui le monde est l'univers professionnel dans lequel ils évoluent. Et Paris, de ce point de vue, est une des grandes villes-mondes de la planète. J'ai d'ailleurs l'honneur, en tant que maire de Paris, de présider aussi le réseau des 91 plus grandes métropoles mondiales, le C40, le C40, qui regroupe toutes ces grandes villes-mondes. Les grandes villes-mondes comme Paris, nous attirons les populations créatives, mais nous attirons aussi, bien sûr, les populations qui cherchent de la protection, qui cherchent du soutien. C'est la vocation d'une ville-monde. Et je le redis ici, comme j'ai pu le dire dans d'autres cercles, la ville qui n'attirerait que les gagnants de la mondialisation, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Elle ne gagnerait pas, d'ailleurs. Les villes attirent ceux qui gagnent et ceux qui cherchent de la protection. Et ceux qui cherchent de la protection, ce sont tout aussi bien, je dirais, ceux qui ont été victimes d'accidents de la vie, et nous avons dans toutes nos grandes villes-mondes des personnes qui sont fragiles, qui n'ont pas de logement, qui cherchent cette protection, mais ce sont aussi tous ces réfugiés ou migrants, quelle que soit la cause d'ailleurs de ces migrations, qu'elles soient économiques, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient liées à des guerres ou à des discriminations.
nous attirons ces deux populations, celles qui gagnent et celles qui cherchent de la protection. Et au milieu, dans nos grandes villes-mondes, en tous les cas c'est comme ça que l'on veut aussi projeter Paris, il y a des classes moyennes. Ce sont les classes qui travaillent, qui font vivre ces ensembles complexes que sont ces grandes villes-mondes. D'ailleurs, dans une ville comme Paris, la grande majorité de la population est composée de classes moyennes. Ce n'est pas parce que l'on voit ceux qui gagnent et ceux qui perdent, et qu'on voit moins ceux qui, justement, occupent et font fonctionner la ville qu'ils n'existent pas. Au contraire, ce sont la majorité de nos habitants, dans une ville comme Paris, ce sont les classes moyennes. Et d'ailleurs, une grande partie de notre politique, je pense au logement, à l'habitat, est dédiée à ces populations pour qu'elles restent, pour qu'elles puissent rester, pour qu'elles ne soient pas sorties de Paris du fait de la logique des marchés immobiliers. Et donc, une grande ville-monde, c'est ça, cette complexité. Quand on a cette complexité, qui est aussi une force, eh bien, ces grandes villes-mondes, qu'est-ce qu'elles font? Une ville comme Paris, d'abord, nous sommes en première ligne de front des grands défis de la mondialisation. La première ligne de front qui nous oblige, qui nous pousse à trouver des solutions qui n'existent pas sur des problématiques nouvelles et sur les grands défis de la mondialisation. Premier des grands défis, le plus grand, le plus important, celui qui conditionne tout le reste, le défi climatique. Toutes les grandes villes-mondes sont confrontées au défi climatique. Il y a deux attitudes par rapport à ça. L'attitude qui consisterait à dire « Oh là là, c'est trop compliqué, oh là là, il vaut mieux que je laisse d'autres que moi s'en occuper parce que ça va générer des problématiques, des conflits, des controverses », ou alors de se dire « On a une responsabilité, c'est maintenant qu'il faut régler ces problèmes-là, c'est pas demain parce que demain il sera trop tard. » En tous les cas, je suis, comme nous tous ici, inspirés par cette civilisation des Lumières et de la raison et de la rationalité. Je préfère croire les scientifiques qui me disent, et notamment quand ils sont 15 000 à prendre la parole pour dire qu'il est presque déjà trop tard, je préfère les écouter que de me dire non, on peut encore attendre et retardons le temps des décisions parce qu'elles sont tellement difficiles à prendre, parce qu'elles ont tellement de conséquences, y compris sur notre quotidien, qu'il vaut mieux laisser d'autres s'en occuper. Dans la plupart des grandes villes-mondes que je connais, et notamment celles qui sont regroupées dans ce réseau du C40, les maires sont des personnages engagés. Et je suis une maire engagée. C'est-à-dire que je ne suis pas ici en me disant « c'est super, je suis maire de Paris, j'ai un des plus beaux bureaux de la République », ce qui est vrai. C'est le plus beau bureau de la République française, ce que me disent tous mes hôtes, et j'en ai conscience. Je pourrais m'installer dans mon bureau et me dire « super, je suis maire de Paris et Paris sera toujours Paris ». Ça serait très confortable. Je suis sûre que dans les dîners en ville, ça serait extrêmement apprécié. J'ai choisi une autre voie, comme d'ailleurs tous mes collègues maires de ces grandes villes-mondes. L'autre voie, c'est de dire « je suis aujourd'hui responsable des actes qu'on pose aujourd'hui pour les générations de demain ». Et c'est aujourd'hui qu'il faut les poser, c'est pas demain. Et notamment par rapport à ce défi climatique, il nous faut agir. Et pour moi, ce défi climatique ici à Paris est vraiment celui qui guide et qui réoriente l'ensemble de l'action municipale. Parce que à la fois il part du risque, qui est celui que nous vivons, nous, êtres humains, aujourd'hui, quand des scientifiques nous expliquent que l'extinction de la race humaine est quelque chose qui n'est pas à écarter, et que la race humaine pourra disparaître avant la planète, puisqu'elle pourra bien vivre sans nous, j'ai tendance à me dire qu'il y a un réel gros problème et qu'il vaut mieux quand même s'en occuper un petit peu, même beaucoup, tout de suite. Et donc, agir sur ce risque climatique parce qu'il y a ce risque, ce défi, ce danger, mais aussi parce qu'il est générateur d'opportunités extraordinaires. Et quand vous conjuguez le défi climatique et la révolution numérique, et que vous vous dites les deux, on va essayer de les conjuguer, ça donne un champ d'opportunités qui nous permet d'accélérer la transition écologique dans laquelle nous sommes engagés et dans laquelle nous devons nous engager encore plus résolument. Donc conjuguer cette
impératif d'agir lié au risque climatique avec la révolution numérique, ça vous donne là les éléments d'une réponse, de solutions qui peuvent être très rapides, parce qu'on voit que les écosystèmes, les villes, les grandes villes-mondes, nos concitoyens réagissent très vite aussi au changement. Et donc c'est ce que nous sommes en train de faire en accélérant le pas et en utilisant ce levier du défi climatique comme un défi d'opportunité qui crée de la valeur, qui crée de l'emploi, qui donne de nouvelles activités à tout un chacun et qui permettent effectivement de repositionner nos modèles de croissance. Et d'ailleurs, les grandes villes-mondes, Paris notamment, nous sommes très appuyés aujourd'hui par toutes les organisations internationales qui ont compris que c'était extrêmement important de s'appuyer sur les gouvernements des villes qui sont agiles, rapides et qui savent qu'ils doivent agir et qui agissent et qui sont peut-être moins pris dans les parfois lourdeurs, souvent nécessaires, mais en tous les cas les lourdeurs qui sont celles des États ou même de la diplomatie internationale. Et donc nous sommes aujourd'hui des acteurs clés avec les entreprises, avec les citoyens, avec les ONG, appuyés par ces grandes organisations internationales. Je pense à l'ONU, bien sûr, je pense à l'OCDE, et puis je pense aussi, bien sûr, aux institutions européennes, et notamment à la Commission européenne, qui aujourd'hui vient s'appuyer directement sur l'action des villes et sur une ville comme Paris pour avancer. Tout ça, d'ailleurs, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, permet à Paris de gagner, hein, parce que si Paris était en déclin, ça se saurait. Quand on gagne, et avec Laura Flessel et l'ensemble du mouvement olympique et sportif et avec l'ensemble des acteurs français qui ont soutenu la candidature aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, quand on gagne pas simplement parce qu'on avait perdu 4 fois et qu'il fallait qu'on gagne cette fois-ci. Non, non, on gagne parce que c'est le moment de Paris. Et c'est le moment de Paris sur la scène internationale. Quand Paris gagne le prix européen de l'innovation, de la ville la plus innovante, ça couronne justement cet engagement, cette forme d'audace qui permet justement de penser et de construire l'avenir. Et je ne vais pas faire ici le palmarès de toutes les victoires que nous venons d'engranger, mais y compris lorsque l'agence bancaire européenne décide de venir à Paris, c'est sans doute aussi parce que Paris est attractif. Donc on gagne à bouger de cette façon-là, avec audace, mais avec vision. Et ce défi climatique, cette révolution numérique, s'il n'y avait pas en plus une pensée humaniste qui l'accompagne, ça ne marcherait pas. On sait très bien, si nous continuons à produire des inégalités, de la fracture territoriale, de la fracture sociale, ça ne marche pas. Dire, Paris a redressé la barre depuis 2005 sur la scène internationale. Nous avions été atteints dans notre cœur par les attentats et ça s'était ressenti sur la position de Paris. Et nous avons, pendant 2 ans, œuvré pour rétablir une position internationale de Paris et les Jeux olympiques ont été une très très belle opportunité pour reconquérir cette place-là. Mais ce n'est pas acquis. Quelque chose qui n'est pas acquis. Nous savons que si nous étions confrontés à des difficultés sociales liées à une absence de cohésion, liées à une montée des inégalités qui serait insupportable pour ceux qui voient la réussite des uns mais qui ne sont pas partie prenante de la réussite pour tous, nous retomberions et nous aurions à nouveau des problèmes. Donc la pensée humaniste est une pensée qui s'est invitée de plein pied, non seulement dans la question écologique, puisque l'écologie est un humanisme, mais elle s'est invitée aussi de plein pied dans la question économique. Et c'est là aussi que l'économie sociale et solidaire, c'est là aussi que le sens qu'on donne à l'activité humaine, notamment tel qu'il est porté par les mouvements de l'économie sociale et solidaire, nous permettent aussi de gagner. Donc on est aujourd'hui ici à Paris dans une vision stratégique, qui est une vision qui permet d'allier, de faire une grande coalition de tous les acteurs
les acteurs publics, les politiques, les associations, les citoyens et aussi, bien sûr, les acteurs du monde de l'entreprise pour créer cette grande coalition et gagner sur tous les plans. Parce que ce n'est pas une utopie que de vouloir gagner sur tous les plans et de permettre notamment à cette ville d'être une smart city, bien sûr, mais d'être aussi une ville inclusive. Parce que l'un va avec l'autre. Si on sépare, ça ne sera ni smart, ni inclusif, et on perdra. Donc c'est peut-être la prise de conscience aujourd'hui un peu plus aiguë de la globalité de ces enjeux qui fait que nous nous retrouvons dans ce contexte particulier, que nous nous retrouvons aussi à un moment où il y a des réflexions institutionnelles sur le Grand Paris. Je pense que le Grand Paris, peut-être bien sûr en faisant évoluer les institutions, est quelque chose d'absolument indispensable. C'est quelque chose qui est reconnu, qui aujourd'hui parle à l'échelle internationale. Ça ne crée pas de séparation avec le reste des territoires, mais c'est bel et bien quelque chose qui aujourd'hui marche. Et je pense qu'il faut toujours partir de ce qui marche, essayer de modifier ce qui marche moins bien. Il faut être pragmatique, visionnaire et pragmatique. Je pense que c'est la meilleure solution pour avancer. Bref, le message, c'est que aujourd'hui, nous sommes réunis pour continuer non seulement à partager un cap, à enrichir ce cap des réflexions de l'ensemble des composantes d'une société très très active, très ouverte, mais qui a aussi une volonté d'inclusion. Je veux remercier à nouveau la Tribune et Jean-Christophe Tortora de nous permettre d'avoir aussi l'audience suffisante pour porter ces idées, parce que les idées, elles ne sont pas dangereuses, elles sont là pour polliniser tout ce qui nous entoure. Et je pense qu'il faut être confiant. En tous les cas, c'est le cas de la maire de Paris. Je suis confiante et optimiste parce que quand je vois cette société parisienne, cette société du Grand Paris qui bouge, qui est active, qui prend les défis à bras-le-corps, qui le fait avec générosité et avec courage, je me dis que finalement, le cap que nous montrons est tout à fait conforme aussi aux grands hommes qui ont parlé de Paris et qui nous ont précédés et qui continuent de nous inspirer. Je pense bien sûr à Victor Hugo, pour qui Paris appartient au genre humain et pour qui la fonction de Paris est justement d'agiter ses idées et d'éclairer le monde. Je vous remercie.